Il y a plusieurs mois, j'avais fait 2 vidéos sur les fondements idéologiques respectivement du libéralisme et du fascisme. Avec le temps, il y a des éléments que j'aimerais compléter, mais plutôt que refaire une vidéo sur ces sujets, on va parler de comment comprendre une idéologie de manière générale. Une idéologie, c'est un ensemble de doctrines et d'idées qui visent à créer un système politique, un mode d'organisation de l'État et de la société. Comprendre et analyser une idéologie est un exercice difficile. C'est pourquoi il faut être conscient des éléments qui peuvent amener à des biais de perception. L'idéologie, c'est les autres. De notre point de vue, on a du mal à voir ce qui appartient à notre idéologie. En particulier quand les principes et les doctrines ont été fortement intériorisés par l'éducation. C'est pourquoi nos propres conceptions idéologiques, qu'on appelle souvent par valeurs, sont énoncées comme allant de soi, étant normal, logique, une simple question de raison, le bien, le juste, le vrai. Et on aura tendance à définir les autres idéologies par opposition à la nôtre. D'une perspective A, l'idéologie n'est pas carrée et bleue, mais anti-jaune, et elle n'est pas ronde. Par exemple, les libéraux décrivent le communisme et le fascisme comme totalitaire. Totalitaire est un mot inventé par les libéraux pour les libéraux. Les libéraux aiment un État avec un pouvoir limité, qui peut prendre des décisions qu'après de longues procédures. Et pour les libertés individuelles, un État qui ne dit pas trop aux gens comment se comporter. Donc totalitaire veut dire l'inverse de ça. Mais pour 2 idéologies qui visent toutes 2 à établir un contrôle social, ce n'est pas cet élément qui va ressortir. C'est pareil pour l'appellation anti-individualiste. Le libéralisme étant une idéologie individualiste, toutes les autres apparaissent comme anti-individualistes. Pour les communistes, les autres sont une expression du capitalisme, parce que dans le communisme, l'infrastructure, donc les rapports de production, détermine la superstructure, donc l'idéologie. Comme Gramsci l'avait compris en écrivant ses cahiers de prison, ça va dans les 2 sens. Sauf que le libéralisme et encore plus le fascisme ont des principes politiques en opposition avec la logique capitaliste, qui est un système économique. Les dogmes d'égalité et de dignité humaine sont pas tout à fait compatibles avec le capitalisme, qui aurait aucun problème avec l'esclavage par exemple, et de mettre en danger la vie des prolétaires pour le profit du patron. Pour le fascisme, les principes de l'intérêt supérieur de l'État et du sacrifice à la nation sont en contradiction avec la poursuite du profit personnel. Bien sûr, c'est indéniable que des intérêts capitalistes aient contribué à la création de l'idéologie libérale, en particulier de la dimension économique, mais se baser uniquement sur des questions de rapport de production est réducteur et bien trop matérialiste. Le contexte d'origine. Une idéologie se crée toujours dans un contexte où il existe déjà une idéologie dominante, donc une idée va être pensée en réaction au système en place. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est un dogme qui va de soi après plusieurs siècles de monothéisme, mais quand ce dogme a été inventé, on était dans un monde polythéiste, donc ce n'était pas forcément évident pour les gens de s'en tenir qu'à un seul Dieu. De la même manière, le libéralisme s'est constitué en réaction au contrôle social exercé par l'État et l'Église, ainsi que les régulations sur le commerce. En conséquence, les libéraux prônent une limitation du pouvoir de l'État, les libertés individuelles et le laisser-faire économique. Mais une fois que l'idéologie a triomphé et devient l'ordre en place, les raisons qui ont poussé au développement de certaines doctrines disparaissent, ce qui fait que les idéologues perdent leur repère d'origine. La conséquence de ça est qu'une doctrine va être poussée par certains jusqu'au bout de sa logique. Par exemple, la doctrine du laisser-faire a été poussée très loin. Certains auteurs libéraux préconisaient, et préconisent toujours d'ailleurs, un État minimaliste, qui n'intervient ni dans l'économie, ni en matière d'aide sociale. Cette mentalité, qui était très à la mode à la fin du 19e siècle, une fois appliquée en politique publique, a laissé des gens dans une très grande pauvreté, ce qui en réaction a contribué à l'émergence du mouvement social libéral. Des libéraux qui rejettent la doctrine du laisser-faire, et bien sûr les mouvements socialistes et communistes. L'idéologue déstructuré. Quand on lit un auteur politique, ne va pas écrire de la même manière que moi j'ai fait mes vidéos, avec une idée centrale qui amène à des doctrines, qui amène à des politiques publiques. L'idée centrale ne va pas forcément être clairement définie. Un chapitre va parler d'une doctrine, un autre chapitre va se faire en opposition à une autre idéologie, et encore un autre va se faire sur une politique publique. Par exemple, dans Mein Kampf, il y a un chapitre sur les putes et la syphilis. En quoi les putes et la syphilis ont à voir avec le national-socialisme. Dans ce chapitre, Hitler déplore que rien ne soit fait contre le problème de choper des MST en allant aux putes. Parce que d'un côté, dit-il, on a la doctrine libérale de la liberté individuelle, chacun fait ce qu'il veut, tu es libre d'aller voir les putes, si tu contractes une MST, c'est ton problème, et d'un autre côté, on a la doctrine chrétienne, qui dit que c'est mal d'aller aux putes. Donc si tu chopes de la syphilis, tu es puni pour tes péchés. Et c'est bien fait. Pourquoi Hitler parle de syphilis? Parce qu'une nation est plus forte et productive si son peuple est en bonne santé. Par conséquent, il faut mener des politiques de santé publique. C'est pour ça, entre autres, que le régime nazi a été un des premiers à mettre en place des politiques de lutte contre le tabagisme.
Mais ce raisonnement n'est pas explicite dans le chapitre. Quand on lit un écrit politique, il faut reconstituer la structure idéologique et prendre en compte le contexte historique et politique. L'illusion du vrai. Un auteur politique va s'inscrire dans un courant de pensée, car il adhère à l'idée centrale ou aux idées centrales de l'idéologie. Mais en ce qui concerne les doctrines et les politiques publiques, il va y avoir des variations. Certains vont adhérer à certaines doctrines et pas d'autres, ce qui donne des sous-courants de pensée, des lignes politiques. Mais pour certains, il y aurait un vrai communisme, un vrai libéralisme, un vrai quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les religions. C'est la recherche du vrai. Si on n'adhère pas à cette série de doctrines, alors on n'est pas dans le vrai machin chose. Sauf que les critères qui déterminent le vrai du pas vrai sont arbitraires. Donc on est dans le domaine de l'opinion, qui est propre à chacun. Le biais de l'expérience politique, c'est le syndrome du prophète et des hadiths. De la même manière que tout ce qu'a fait et dit le prophète Mohammed, à force de loi dans l'islam, tout ce qu'a mené un régime comme politique publique serait représentatif de son idéologie. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, aucune idéologie n'est pure. Et les politiques sont motivés soit par d'autres idées, ou soit simplement par des questions pragmatiques. Par exemple, Lénine avait aboli les lois restreignant la sexualité, issues de l'héritage chrétien de la Russie, en prétextant que c'était une oppression capitaliste, chose sur laquelle Staline est revenu par la suite. Pendant longtemps, pour les communistes, l'homosexualité c'était soit un travers bourgeois, soit une perversion fasciste. À cause de l'histoire de Ernst Röhm, entre autres, elle a tendance de mettre des jeunes hommes musclés sur les affiches de propagande. Le communisme se concentre sur les rapports de production, donc les auteurs communistes ne vont pas beaucoup se préoccuper de la sexualité. Ce qui fait qu'un communiste va se faire sa propre opinion, avec diverses influences extérieures. Quand on analyse un système politique, il faut bien regarder pourquoi ces politiques ont été menées, et quelles étaient les motivations. Par exemple, un poncif assez récurrent est de dire que le communisme a fait des millions de morts. Sauf que quand le pouvoir change, que ce soit un changement de système politique total ou juste un changement de régime, il y a forcément des purges qui vont être menées. Plus l'opposition au nouveau régime est forte, plus les purges seront meurtrières. Les libéraux eux-mêmes ont massacré beaucoup de monde à la Révolution française. Il y a aussi un problème de traduire les doctrines en politique publique, de passer de la théorie à la pratique. Les humains étant faillibles, les politiques publiques peuvent être très mal faites et mener à des catastrophes. Un exemple sont les réformes agraires de la Chine communiste qui ont contribué à la grande famine de 1959. Mais d'un autre côté, les doctrines de laisser-faire et de non-intervention de l'État ont aussi mené à une grande pauvreté et à des famines. On oublie que pendant la crise de 29, il y a des gens qui sont morts de faim. Le passage d'un système à un autre se passe plus ou moins mal en fonction de la compétence des dirigeants. L'analyse d'une idéologie en regardant ce qui a été mené comme politique par un régime est quelque chose de complexe, vu que le régime se retrouve face à des problématiques qui n'ont pas été pensées par les idéologues. Donc le régime se retrouve à devoir improviser. Par exemple, un autre poncif assez récurrent est de dire que le national-socialisme n'est pas vraiment socialiste, puisqu'Hitler a fait un compromis avec le patronat allemand. Un autre exemple, c'est de dire que les États-Unis n'étaient pas vraiment démocratiques, puisqu'ils pratiquaient l'esclavage. Il faut savoir que les libéraux utilisent abusivement démocratique comme synonyme de libéral. Dans ces deux cas, on est à la fois dans l'illusion du vrai et le biais de l'expérience politique. Quand une idéologie arrive au pouvoir, le nouveau régime est soumis à des contraintes, en l'occurrence des contraintes économiques pour les exemples cités. Ce qui fait qu'il y a une période transitoire de durée indéterminée. Il est illusoire de penser qu'un régime puisse arriver à l'utopie proposée par l'idéologie dans un court laps de temps. Les dirigeants de l'Union soviétique, jusqu'à son effondrement, parlaient de construire le socialisme. Ils avaient bien conscience qu'il y avait encore des choses à faire pour atteindre l'utopie voulue. Ceci n'est pas une liste exhaustive. Il peut y avoir plein de sources de biais et on n'est jamais vraiment neutre. Mais les éléments que j'ai présentés sont les principales sources. La recherche de l'objectivité est un exercice difficile. C'est comme la perfection, on la cherche mais on ne la trouve jamais.